Bonjour et bienvenue dans une nouvelle saison de notre émission phare Maghreb est également sur Maghreb Intelligence. Après une longue interruption due à des problèmes techniques, nous reprenons avec nos consultants nos débats sur l'actualité au Maghreb et dans le monde. D'ailleurs, au Maghreb, comme dans la région MENA, l'actualité a été chaude, très chaude ces dernières semaines. Elle mérite d'être comprise, analysée, voire décortiquée et décryptée. En Algérie, le président Tebboune en est à son cinquième Premier ministre, après le limogeage de Nadir Arbaoui. Cela veut dire un Premier ministre chaque 15 mois et 2 jours. Serait-il un signe de l'instabilité politique en Algérie ou bien une carence inhérente au système ou au régime politique algérien? En Tunisie, la flottille de l'humanité, qui a vogué sur la Méditerranée pour aller soutenir Gaza, a été attaquée 2 fois successives par un drone israélien. Les autorités tunisiennes ont nié une première fois, puis après ils ont rué dans les brancards, accusant Israël. Ce qui met le président Kais Saïd dans une situation vraiment inconfortable. Au Maroc, auprès des hautes autorités, l'attaque de Doha, l'attaque du Qatar par Israël passe très mal, très très mal. Paraît-il, ils ont signifié au gouvernement israélien que ces comportements irresponsables et mal calculés de Netanyahou risquent d'enterrer les accords de Abraham. Serait-il le cas aujourd'hui? Avec nous, pour décrypter cette actualité, avec moi, Araba Mounaïm Lamrani, consultant international de Maghreb Intelligence, et depuis Paris, l'activiste, l'opposant et le journaliste patron de Mediapart, Abdou Sammar. Bonjour tout le monde. Bonjour Karim, bonjour Abdo. Bonjour Karim. Algérie part Karim, Algérie part. J'ai dit Algérie part, ouais, voilà, donc c'est toute la notoriété d'Algérie part aussi, tu vois, un rival de Mediapart, j'espère, un rival de Mediapart. Alors Abdo, cinquième Premier ministre, Nadir Arbaoui apparemment obligé de ne pas quitter le territoire, en fait on l'a pas vu venir, on l'a pas vu partir. Mais ce qui est grave, c'est que c'est le cinquième en 5 ans. Est-ce que cela impacte les politiques publiques algériennes? Fortement, l'impact il est bien sûr important parce que ça démontre qu'il y a une instabilité chronique. Mais en réalité, le problème en Algérie, c'est que c'est une monarchie présidentielle qui ne s'assume pas. Nous avons un problème en Algérie. Les présidents de la République se comportent comme des monarques parce que la configuration politique du pays leur donne tous les prérogatives d'un monarque. Souvent, les dirigeants algériens veulent se moquer du Maroc ou le critiquer ou le rallier en critiquant le caractère moyenâgeux de la monarchie marocaine. Mais en réalité, il y a une monarchie républicaine présidentielle en Algérie qui est aussi moyenâgeuse. Les présidents en Algérie ont toujours eu du mal à coexister avec les premiers ministres. Ce n'est pas une particularité de Tebboune. Rappelons-nous, Bouteflika avec Benflis, ça s'est mal passé. Bouteflika avec Ouyahia, ça n'a pas toujours été la lune de miel. Toujours, il y a eu des problèmes parce que les présidents en Algérie sont des présidents soleil. Ils ont tous les pouvoirs, ils ont des égos surdimensionnés, ils veulent être aimés par les peuples et par le peuple et la population. Et dès qu'un premier ministre commence à être populaire, et les présidents sont jaloux, il va me faire un coup d'État, il va m'empêcher pour le prochain mandat, donc ça se passe mal. Malheureusement, Bouteflika, contrairement à, malheureusement pour Tebboune, hein, avec Bouteflika, c'était différent. Avec Bouteflika, il y avait l'élégance, il y avait du tact, il y avait de la ruse, et Bouteflika savait composer avec les personnes dont il savait qu'ils avaient des ambitions présidentielles et qu'ils convoitaient sa place. Donc il savait comment il a utilisé Belkhadem, il a utilisé Ouyahia, il a inventé lui-même Sellel, qu'il a utilisé plus tard. Donc il a toujours maintenu un certain équilibre. Malheureusement, avec Tebboune, il n'y a pas d'équilibre. Pourquoi? Parce que Tebboune veut être tout. Il veut être le président, il veut être le chef de la diplomatie, il veut être le premier ministre, il veut être le chef de l'armée, il veut décider de tout. Or, un premier ministre, s'il n'a pas de marge de manœuvre, s'il n'a pas de carte blanche, s'il ne peut pas exister, s'il n'a pas une petite place pour qu'il puisse briller, il ne peut pas travailler. C'est dans ces conditions, malheureusement, que cette instabilité a été rendue, est devenue assez chronique. D'ailleurs, il n'y a pas que le poste de Premier ministre. Il faut savoir que l'Algérie a changé des ministres dans des départements régaliens. On en a eu un ministre par an. Des fois, il y a des départements comme les finances, etc., qui ont connu un ministre chaque 6 mois. À l'exception de l'énergie, on a gardé le même ministre, Mohamed Arkab. Pendant ces 3-4 dernières années, tous les autres départements régaliens, c'est des changements très très fréquents
Parce qu'il y a un président qui veut tout dominer, il met des ministres qui ne sont pas bons parce que les bons ministres ne veulent pas travailler avec lui, parce qu'ils ils vont décider de rien. Donc les bons et les vraies compétences ne vont pas venir, et quand on arrive à trouver une compétence, ça se passe mal avec l'entourage de Tebboune. Il faut savoir que Tebboune il a fait quelque chose d'inédit, c'est qu'il a présidentialisé tout le pouvoir algérien. Aujourd'hui, les conseillers de Tebboune ont des super pouvoirs. Son directeur de cabinet a plus de pouvoir que le Premier ministre. Ses conseillers en communication ou chargés de protocole ont des prérogatives plus importantes que celles de ministres. Aujourd'hui, vous avez des conseillers en Algérie qui se permettent de dicter la ligne de conduite de tel ou tel ministre, et ça énerve beaucoup de personnalités politiques algériennes qui ont décidé de prendre leur distance vis-à-vis de Tebboune. Du coup, il y a le vide, il y a Tebboune et ses amis, le reste, c'est le vide fédéral. Avant de céder la parole à Mounia Amrani pour commenter un peu ce que tu as dit et nous expliquer encore plus, je reviens sur le caractère, je ne voulais pas te couper, le caractère moyenâgeux de la monarchie marocaine ou de la présidence algérienne. Je te rappelle quand même, cher Abdo, qu'ici les élections se tiennent chaque 5 ans avec une régularité de métronome, avec un Premier ministre qui reste 5 ans, voire plus, s'il est élu pour la deuxième fois, donc avec un parti qui est resté quand même 10 ans à la tête du Maroc. Si ça c'est moyenâgeux, je dirais que c'est pas aussi moyenâgeux que tu puisses le penser quand même. Alors, c'est pas moi qui le pense, c'est les dirigeants algériens, c'est pas moi qui le pense. C'est vrai, les dirigeants. En Algérie aussi, il y a des élections. En Algérie, il y a aussi des élections chaque 5 ans, chaque 6 ans. Les dirigeants algériens pensent beaucoup du bien du Maroc, ils le disent très haut et très fort partout. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une carence aujourd'hui dans l'exercice du pouvoir en Algérie, un Premier ministre quasiment absent, mais qu'on croit bien le changer? Parce que moi, comme beaucoup d'Algériens, de mes amis qui me parlent, ils ne voient pas la différence entre Ayman Abdelrahman avant et Nadir Al-Arbaoui maintenant, et celui qui va venir, celui qui assume aujourd'hui, c'est fait. Ils ne voient pas la différence réellement. Ben, je pense que c'est tout à fait normal parce que le Premier ministre en Algérie, il n'a pas des prérogatives, c'est pas un régime, il n'est pas élu par exemple, si on compare avec le Maroc, il est le chef de gouvernement, d'ailleurs, on n'appelle plus Premier ministre, le chef de gouvernement, il est choisi après les élections dans les rangs du parti qui remporte les élections. En Algérie, c'est le président qui est élu et après il choisit un Premier ministre. Et le Premier ministre, c'est un super directeur de cabinet, mais en fait qui gère les ministres, qui gère un petit peu, qui fait l'agenda ou qui fait de la coordination entre les différents ministres, les différents porteurs des différents portefeuilles ministériels. Et ça depuis toujours en Algérie en fait, depuis l'indépendance. Ça d'un côté, et puis deuxièmement, l'Algérie depuis toujours, depuis son indépendance, il y avait cette. Alors au début, les présidents venaient des rangs de l'armée. Après, il commençait à venir un petit peu des rangs des civils avec Bouteflika, mais même Bouteflika, c'était un ancien moudjahid, comme ils disent en Algérie. Et puis maintenant, Tebboune, bon, voilà, c'est, si je puis dire, le premier civil. Mais c'est toujours l'institution militaire algérienne qui est là, qui veille au grain. Et donc, le Premier ministre algérien qui est changé tous les 5 ans d'après tes calculs, ou tous les 15 mois, pardon, d'après ce que tu as calculé. 15 mois, 2 jours. 15 mois et 2 jours. Bon, est-ce que c'est un indice d'une instabilité au niveau de la présidence de la République? Pas au niveau de l'État algérien qui, bon an, mal an, il est là, il continue, tel qu'on le connaît depuis 1962. Hein, et foncièrement, la structure de l'État algérien n'a pas changé depuis 1962 jusqu'à nos jours. Hein. Donc là, aujourd'hui, il y a, je regardais une déclaration politique du FFS, le Front des Forces Socialistes, le parti d'opposition algérien, qui parle d'unilatéralisme, d'improvisation et de dysfonctionnement structurel. Bon, c'est la vie politique d'un parti politique algérien qui compte encore un petit peu, qui compte pas mal de supporters en Algérie, mais n'empêche que pour moi, le fait de changer les premiers ministres, c'est pas vraiment un indicateur d'une instabilité politique en Algérie, c'est une instabilité au niveau de l'équipe qui est actuellement autour du président Abdelmejid Tebboune.
L'État algérien, ce n'est pas seulement la présidence de la République, la présidence de la République ou l'équipe autour du président, c'est beaucoup plus que ça, comme j'ai dit. C'est l'armée, c'est la présidence de la République et c'est les services, les différents services de sécurité. Abdou Samad, cette situation, est-ce que c'est la résultante de l'affaiblissement dramatique des partis politiques en Algérie? On n'a jamais vu de mémoire d'Algériens, de l'omnipotent FLN jusqu'à un multipartisme florissant au début des années 90, jusqu'à la crise, sous Bouteflika, on avait des partis politiques avec des chefs de parti qu'on identifiait, qu'on connaissait, avec un président du Sénat qu'on connaissait, avec un président du Parlement qu'on connaissait. Aujourd'hui, on est face à une scène émiettée, on ne connaît même pas les patrons des partis, on a l'impression que ce pays, finalement, il n'y a aucun parti, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils sont absents. Est-ce que ce n'est pas la résultante de cet affaiblissement du champ partisan en Algérie? Le constat est vrai en ce qui concerne l'affaiblissement des partis politiques. En fait, il n'y a pas d'affaiblissement, il y a une quasi-disparition. Tebboune, il a tué les partis politiques. Il les a vraiment tués. Le FFS, comme le disait Mounaïm, il n'a plus de supporters. Hein. Le FFS n'est qu'un symbole. Lors de la participation aux élections de septembre 2024, il n'a même pas eu 1%. Même pas 1%. J'imagine que Karim, avec ton papillon, en Algérie, tu aurais pu avoir au moins 2%. Lui, il n'a même pas eu 1%. Comme le franc, quand même, on parle du FFS, de Haït Ahmed. Tebboune a tué les partis politiques. Toutes les personnes. Ouais, toutes les formations politiques ont été décapitées. Les opposants ont été placés sous contrôle judiciaire. Ali Rderi, il a été maintenu en détention. Les opposants ont été forcés de s'exiler. Le MSP, Abdelrazak Mokrei, il a été obligé de dégager de son parti. C'est toutes les personnalités. Saïd Narza a voulu faire de la politique, elle a été emprisonnée. Tebboune a créé le vide autour de lui. Tebboune a voulu faire comme Erdogan, anesthésier la scène politique pour laisser de la place que pour les personnes qui lui sont loyales. Le résultat, il est là, mais le choix des premiers, la question de l'instabilité des premiers ministres, elle n'est pas en relation avec les partis politiques. En réalité, comme le dit Mounam, ce n'est pas une instabilité, c'est un manque d'inefficacité. C'est que le régime n'est pas efficace. Ouais, plutôt. Il y a un manque, c'est pas ça. Il y a un manque d'efficacité. Le Premier ministre est censé être le capitaine d'équipe dans une équipe de football. C'est pas l'entraîneur qui rentre et qui marque. Voilà la politique. Le président ne peut pas diriger tous les départements ministériels s'il n'a pas un bon capitaine, un bon entraîneur. Tebboune ne peut pas avoir de Premier ministre à ses côtés parce qu'il ne le laissera jamais travailler. Parce qu'il va se méfier de lui. Il n'aime pas les personnes populaires. L'Amamara, rappelez-vous, l'Amamara, il a essayé de composer avec lui 2 ans, difficilement. Il n'a jamais voulu de lui. C'est Chaïd Chengriha, c'est l'armée qui lui a imposé la mamana. Il a fini par avoir sa peau. Toutes les personnes qui sont brillantes ne peuvent pas travailler avec Abdelmajid Tebboune. C'est malheureusement une vérité. Du coup, moi je leur ai proposé, franchement, le poste de Premier ministre devrait être supprimé. On devrait mettre le directeur de cabinet de Tebboune directement. Même le gouvernement ne sert à rien en ce moment en Algérie. Franchement, moi je leur ai dit, on aurait dû faire des économies. Mais qui gère l'Algérie? D'accord, je suis d'accord avec toi. Mais qui gère aujourd'hui l'Algérie? Tebboune et son entourage, Tebboune et son cabinet. Tout est dirigé par Tebboune et son directeur de cabinet. Il n'y a ni armée, ni gendarme, ni service secret. Chengriha ne se mêle pas du tout des affaires politiques et économiques. Il se mêle que des questions de sécurité nationale. On l'a vu comme même Al-Harrach visiter les blessés. Ne me dis pas qu'il ne s'occupe pas de choses civiles. Non, Saïd Chengriha l'a fait parce qu'il y avait Boualam qui était là avant lui. Quand il a vu à la télé Boualam là, il s'est énervé. Il a dit c'est pas normal, lui il apparaît, moi j'apparais pas, j'impose. Je veux dire l'armée elle est là. Parce qu'il a vu Boualam le jour J, c'est tout. Mais celui qui dirige l'Algérie, c'est Tebboune, son cabinet et ses conseillers. Il y a des ministres qui sont même pas au courant de ce qui se passe dans leur département. Moi, je parle à des gens qui étaient ministres, ils m'ont dit, Abdou, on a appris des informations dans notre secteur, chez toi, sur ta chaîne YouTube ou sur ton site internet. Donc, nous, on ne savait pas. Ou on les informe à la dernière minute. C'est Tebboune et son cabinet. Le vrai gouvernement est un Mouradia. Moi, je pense, franchement, dans l'état actuel des choses, où Tebboune se remet en cause et il accepte de partager le pouvoir, ou il garde le pouvoir absolu. Dans ce cas-là, on fait un cabinet qui gère le pays. Je ne sais pas quel modèle on va créer, mais ça sera un modèle algérien atypique. Mais en tout cas, le prochain Premier ministre, d'ailleurs l'actuel Premier ministre, c'est Ferrib, c'est pas sérieux. Il n'a jamais été... Ça fait 6 mois qu'il était enseignant. C'est comme si demain le Maroc va nommer Mounaïm Premier ministre. Ça fait 6 mois, il n'a jamais fait de politique. Il a de la gueule, Mounaïm. Il a jamais de poste. Il peut prendre de bonnes décisions quand même. Beaucoup d'expérience. Non, c'est pour vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience. Il a été ministre pendant quelques mois. Et il y a 6 mois, il était inconnu, c'est un enseignant.
Et C'est pourquoi un on qui le n'a met, jamais. pardon, une question, pourquoi on le met par intérim et on ne le nomme pas? Pourquoi il est par intérim? En attendant quoi? En attendant Godot? Parce qu'il n'est pas sûr parce que d'abord, ça n'existe pas ce poste de Premier ministre par l'intérim. Tebboune l'a inventé parce il l'a nommé dans l'urgence. Parce qu'il était déçu par l'Arbaoui. Nadir l'Arbaoui voulait partir. Il a demandé à partir depuis le mois de juillet. Il en avait marre, il a compris qu'il servait à rien. Les Algériens et les Algériens ne le connaissent même pas quand il se balade dans la rue. Il a été humilié par pas mal de décisions et en disant été pris sans même pas le consulter. Il a demandé à partir. Et le jour J de l'accident de Harrach, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Tebboune l'a pris mal, lui a dit voilà, t'es pas venu, etc., etc. Il a voulu se débarrasser de lui, ils ont nommé quelqu'un en urgence, c'était Sefir Lib. C'est tout, c'est vraiment dans l'urgence. Comme c'était l'urgence, comme il y avait la foire intra-africaine, etc., ils l'ont mis par intérim en attendant de le confier, en attendant de voir à ce qu'il garde et ne le garde pas. C'est tout. Mais on est dans une gestion. Le fait de nommer un Premier ministre par intérim, c'est que ce poste n'a plus aucun sens. C'est que pour Tebboune, c'est lui qui dirige. Il a juste besoin d'un coordinateur entre lui et les ministres, pas d'un Premier ministre. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation inédite. Pardon, je me tourne vers Mounim. Mounim, maintenant, d'après ce que j'ai compris de l'analyse de Abdou, c'est que Tebboune, président Tebboune, avec son entourage, avec son cabinet, enfin, font le vide autour d'eux. Mais Tebboune est malade. Tebboune a 81 ans. Tebboune n'est pas éternel. Tebboune n'est même pas sûr de terminer son mandat. Comment aujourd'hui peut-on être président, responsable d'un pays, faire le vide sans avoir de relève? On ne voit même pas. C'est là où je parle de partis politiques. On ne voit pas de tête émerger, de tête être prête à assurer la relève. Mais il y a d'abord, parce que quand tu parles de l'âge du président Tebboune et pas mal d'autres dirigeants, il y a le schisme qu'il y a entre les gens qui dirigent le pays et la population algérienne qui est à 70 ou 75%, moins de 35 ans ou moins de 40 ans. Donc il y a un décalage énorme, et ça c'est un problème. Il y a aussi un décalage probablement avec la génération qui gouverne chez nous ici au Maroc, donc il y a ce problème-là. Et puis, pour revenir à un point que j'ai omis de mentionner au début, le problème actuel, comme j'ai dit, ce n'est pas une crise de l'État, c'est justement ce dysfonctionnement structurel, d'après la déclaration du FFS, même s'il ne représente plus rien, mais de toute façon, c'est un parti politique historique, qui fait que l'Algérie, ce n'est pas n'importe quel pays. L'Algérie, c'est un pays pivot au niveau de la Méditerranée, avec le Maroc, avec l'Espagne, dans la région. Si on prend juste la région de la Méditerranée occidentale, il y a 3 pays, ou 4 à prendre en considération, avec l'Italie bien sûr. Il y a l'Algérie, le Maroc et l'Espagne et la France. Et l'Algérie, le problème maintenant avec ce dysfonctionnement, c'est le manque de lisibilité chez les partenaires ou même les adversaires ou même les ennemis de l'Algérie, de la région. Généralement, les pays, les gouvernements, les présidents et tout ça, ceux qui dirigent, les dirigeants, les gouvernements, ils savent plus ou moins, quand il y a une décision qui est prise de changer un Premier ministre ou de changer un ministre des Affaires étrangères ou de nommer un nouveau gouvernement et tout ça, ils ont des moyens parce qu'ils connaissent, qu'ils peuvent lire un petit peu les dessous de ce changement. Là, l'Algérie, il y a un manque de lisibilité. En fait, ce manque de lisibilité, il avait commencé déjà du temps de Bouteflika, quand il a commencé à avoir ses problèmes de santé, ses AVC à répétition. Mais puis par la suite, l'entourage de Bouteflika a plus ou moins stabilisé la chose, jusqu'au Hirak de 2019. Là, avec le président Tebboune et son entourage, le manque de lisibilité, on ne sait pas. Si tu demandes, je suis sûr qu'Abdou sera d'accord, si tu demandes, il l'a dit d'ailleurs, si tu demandes, quand tu as parlé des ministres qui ne savent pas ce qui se passe au niveau de leur département, si tu demandes aux diplomates qui sont accrédités en Algérie, qu'est-ce qu'ils prévoient de la part des gouvernements algériens ou des gouvernants d'Alger pour le mois prochain ou l'année prochaine, je pense que pas mal d'eux seront incapables de répondre à la question. Il n'y a pas la lisibilité. Donc, face à ce manque de lisibilité et de visibilité pour les chancelleries occidentales, parce que je me mets à la place des ambassadeurs étrangers en Algérie, c'est un casse-tête de prévoir de faire une note cohérente à leur département disant voilà qui pourrait être le prochain Premier ministre. À ton avis, Abdo, qui sera le prochain Premier ministre?
Franchement, je pense que la question, elle ne devrait même pas se poser parce qu'encore une fois, Ça elle n'a pas n'intéresse d'utilité. personne. Elle n'a pas d'utilité. Moi, ce poste-là, tant que Tebboune ne change pas d'approche et de mode de gouvernance du pays, franchement, on devrait supprimer ce poste, il ne sert à rien. L'actuel Premier ministre, il y a 6 mois, il était enseignant encore une fois. Il n'a jamais connu ce que c'est que les enjeux et les nuances des affaires de l'État. Il ne sait pas ce que c'est que les affaires de l'État. Il est en train de faire de son mieux. Il est en train de faire semblant d'exister, etc. Mais il ne sert à rien. Aujourd'hui, c'est Tebboune et son cabinet. Le problème, c'est pas qu'il sera Premier ministre. Le problème, est-ce que Tebboune va rester jusqu'à la fin de son mandat? Est-ce qu'il est capable de pérenniser et qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui? Parce que Tebboune, quand Bouteflika, il a créé un clan, il a laissé un héritage. C'est pas le cas de Tebboune encore. C'est pas le cas de Tebboune Il n'y a encore. pas de Il a clan été... Tebboune. Il n'y a pas de clan Tebboune. Il n'y a pas de clan Tebboune, il y a Tebboune et ses proches. Il y a un cercle très restreint. Et le temps passe vite, la situation économique et politique du pays se complique, les défis régionaux se complexifient. Il n'y a pas aujourd'hui de visibilité parce que Tebboune donne l'impression qu'il veut aller jusqu'au deuxième mandat et qu'il est peut-être prêt à faire un troisième mandat. Sauf que les règles, la loi de la logique de la biologie voudrait que ce serait impossible. Aucun président algérien n'est resté au-delà de 82 ans. Le pouvoir en Algérie, il est usant. Il te rend malade. Il y a des pressions terribles et déjà sa santé n'est pas excellente. Donc la question de la succession de Tebboune va se poser. C'est ça le débat va être autour. Qui va remplacer Tebboune plus tard? C'est ça la véritable question. Mais Premier ministre ou ministre, ça sera des pions et c'est pas le roi ou la reine. Donc ce ne sera pas des questions malheureusement fondamentales. Donc, et de là, pour ce qui est anecdotique, on revient à parler quand Boule parle de chiffres, il est toujours à côté de la plaque, il se trompe tout le temps. Et même les gens qui lui préparent le discours, notamment au niveau de la primature, au niveau qui ont les véritables chiffres, parce que ça tourne autour d'eux, disent que oui, les chiffres qu'il lui donne, c'est pas les chiffres qu'il raconte après à la télé dans ses rencontres avec la presse. Alors que ça revient à un Premier ministre devant le Parlement de déclamer ces chiffres-là. Voilà, parce que je ne pense pas que le rôle d'un président de la République, notamment quand il fait ses sorties périodiques avec la presse, comme fait le président Tebboune, ce n'est pas son rôle de donner des chiffres ou de donner les prix des denrées alimentaires. Non, non. Le rôle, normalement, d'un président, d'un chef de l'État, c'est de donner de parler des orientations stratégiques du pays, de donner une perspective, de tracer une perspective pour les 3 mois à venir, l'année qui commence ou qui se termine, éventuellement faire un petit bilan de l'année passée, et que ce soit au niveau national ou au niveau de la relation, des relations internationales de son pays. Mais quand vous avez un président qui commence à rentrer dans les chiffres, je pense ou dans les prix des denrées alimentaires, ça la fout mal. Voilà, ça la fout mal au niveau. Alors, une question technique avant de tourner cette page de Premier ministre en Algérie. Est-ce que les Premiers ministres sont tenus de faire une déclaration de politique générale après leur nomination devant le Parlement? Ils ne sont pas tenus, non, ils ne sont pas du tout tenus. Ils sont tenus de s'exprimer, de fournir un bilan, de passer devant des commissions parlementaires, mais il n'y a pas le concept de déclaration de politique générale. Ça n'existe pas une tradition. Finalement, il n'y a pas de vote. C'est pas une tradition. C'est pas une tradition en Algérie. Il y a l'opportunité du Premier ministre de rencontrer le Parlement, de s'expliquer, de répondre aux questions, etc. Parce qu'au Maroc, il est tenu constitutionnellement, de par un article de la Constitution, de présenter un discours de politique générale soumis à un vote. Et sur cette base-là, c'est pas le même régime politique. En Algérie, encore une fois, c'est un régime présidentiel absolutiste. Le président de la République en Algérie, il a tous les pouvoirs. C'est le premier magistrat du pays, c'est le commandant des forces terrestres. Nous sommes dans un régime extrêmement présidentiel. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État, tout émane de la personnalité du chef de l'État. C'est pour ça qu'en Algérie, quand on a un bon président, le pays se comporte bien. On raconte souvent que c'est l'armée qui décide, etc. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus. C'est vraiment le président qui a tous les pouvoirs. Quand on a un président qui est bon, le pays peut être vraiment sur des bons rails. Quand on a un président qui est mauvais, malheureusement, le pays peut être sur
des mauvais rails. Donc c'est ça vraiment. C'est un système présidentiel. Le Premier ministre a un rôle second. Si le président décide d'attribuer un rôle important au Premier ministre, comme l'acceptait quelquefois Bouteflika de le faire avec Ouyahia par exemple, ou avec Seller, etc., les premiers ministres auront une visibilité, une certaine exposition, une certaine influence. Autrement dit, si le président décide de monopoliser et d'utiliser tous ses pouvoirs, le Premier ministre sera écrasé, ça ne servira à rien. Voilà, donc tournons la page de cette présidentialisation du régime algérien dont tu as parlé, Abdou et Mounem, dont vous avez parlé tous les deux. Et on part en Tunisie pour le sympathique Kais Saïd qui, dans un rétropédalage extraordinaire concernant la flottille qui a vogué sur la Méditerranée pour venir en aide à Gaza, elle a fait escale à Tunis, au port de Tunis. Le soir, un navire a été bombardé par un drone israélien. Les autorités tunisiennes, officiellement, ont nié, ils ont parlé de problèmes techniques. Puis après, il y a eu un deuxième navire qui a pris feu, suite à une autre attaque israélienne. Et là, rétropédalage, devant la stupeur de tout le monde. Les organisateurs qui criaient depuis 2 jours à une attaque israélienne ont été cette fois-ci écouté et le régime de Kais Saïd a reconnu qu'Israël avait attaqué la flottille humanitaire. Alors, Monem, ce rétropédalage, il démontre quoi? Que Kais Saïd n'est pas en phase avec ses services de sécurité, avec son armée qui contrôle le littoral, ou bien il a voulu nier, puis après, franchement, on n'a rien compris à cette séquence. Ceux qui avaient la partie qui a démenti le 9 de ce mois, qui a démenti la première attaque par drone sur l'un des navires de la flottille Somoud pour Gaza, c'est la garde nationale tunisienne, c'est l'équivalent de la gendarmerie chez nous. Puis par la suite, c'est l'État tunisien. Oui, bon, mais ça a émané de cet appareil-là. Puis par la suite, il y a eu... Oui, mais je n'imagine pas que la garde nationale tunisienne allait nier sans avoir le feu vert de la présidence. Dans un système quand même géré, contrôlé, verrouillé par Kais Saïd. Ça, on n'en sait rien. Est-ce que... pourquoi il y a eu... Est-ce que le président tunisien était au courant ou pas du premier communiqué ou de la première déclaration? S'il n'était pas au courant, c'est encore plus grave. Je ne sais pas, parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est que de toute façon, comme tous les médias du monde entier, pas mal de médias dans le monde, pas dans le monde entier, sont braqués sur cette histoire, sur la flottille de Somoud pour Gaza qui est en Tunisie. Donc après, les gens qui sont là-bas, ils ont parlé à la presse, ils ont dit non, on a été attaqués, ouais. Et les organisateurs. Et puis par la suite, il y a eu deux autres bateaux qui ont été attaqués. Donc là, les autorités tunisiennes ne pouvaient plus nier. Alors je pense, moi, mais ça n'engage que moi, que quelque part, la Tunisie, qui a quand même avec l'autoritarisme entre guillemets et les sautes d'humeur du président Kais Saïd, a gardé garde encore un relent de cet élan qu'a été la révolution tunisienne de 2011, qui a fait partir le président Kais Saïd, ce fameux printemps arabe, notamment en Tunisie. Donc elle garde encore, il y a encore une grosse marge de liberté, d'expression, de mouvement, de presse. Et c'est pour cela que donc, et avec laquelle peut-être le régime de Kais Saïd joue un petit peu ou fait reluire son image à l'international. Mais quelque part, il subit des pressions où il est un peu gêné parce que là, finalement, il y a pas mal de monde qui est venu participer dans cette flottille. On voit les images. Et bien entendu, les Israéliens ne vont pas laisser ça. Ne veulent pas laisser. Et donc, ils ont commencé par titiller un petit peu la Tunisie. Mais c'est pas de ça. La Tunisie, on lui rend hommage, les autorités tunisiennes, parce qu'ils reçoivent quand même, c'est l'un des pays rares, des pays du Maghreb, qui acceptent de recevoir la flottille de Somoud pour Gaza. On leur tire notre chapeau. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Ce qui est, comme tu as expliqué, Abdo, ce qui était une opération de charme et de raccommodage de l'image de Kais Saïd à l'international s'est transformé en situation embarrassante suite à ce couac où on ne sait pas s'ils ont été attaqués
ou pas attaqué par un drone israélien. Quand même, ça met un peu Je crois, en d'embarras. fait, je crois sincèrement que je crois que nous sommes dans une deuxième phase de l'opération Charme. Je crois que d'abord, les autorités tunisiennes n'avaient pas de preuves. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de preuves. Parce que la communication de la Tunisie, elle est chaotique. Elle démontre qu'il y a vraiment un chaos au sein du régime tunisien. Pourquoi? Au départ, il y a quand même une institution qui nie. Ensuite, vous avez le ministère de l'Intérieur qui parle d'une agression préméditée, mais de mener l'enquête. Alors, avant même de terminer l'enquête, ils ont conclu. Donc, si l'enquête n'a pas été encore achevée, comment tu peux dire que c'est une agression? Une agression de la part de qui? Donc, en réalité, je pense que la Tunisie, le régime tunisien voulait surfer sur le buzz qui a été créé autour de la flotte. Les organisateurs ont accusé Israël, ça a créé un buzz. Le Kais Saïd a dit à mon tour de récupérer ce buzz, et comme il y a eu l'attaque contre le Qatar, et comme les pays arabes préparent maintenant un sommet extraordinaire pour parler de cette attaque, la Tunisie voulait dire ah moi aussi j'étais attaqué. Kais Saïd va crier ah moi aussi j'étais attaqué par les Israéliens, ah moi aussi je suis mort. La Tunisie veut jouer le rôle du pays martyr, du pays agressé. Comme ça, on Bah, va la Tunisie a s'intéresser été à agressée. Palestine. Le Tunisie a été... Bon, ils n'ont pas, Non, mais ils n'ont pas mis le y a feu à leur pas, navire. j'ai pas Ils n'ont dit. pas mis le feu à Non, leur mais navire Karim, on n'a eux-mêmes. pas la preuve. Encore une fois, moi je demande des preuves. Ça me rappelle l'affaire de la Russie avec la chef de l'Union européenne en Bulgarie, comme quoi les Russes voulaient faire tomber l'avion de Ursula von der Leyen. Là, il y a pas de preuves. Il n'y a vraiment pas de preuves. Maintenant, il est possible que cette attaque de drone soit menée par des organisations privées. Il y a des extrémistes israéliens, etc. C'est possible. C'est aussi possible qu'Israël veuille effrayer les gens pour ne pas les. Parce que là, on assiste à une flottille qui est énorme. Je crois que c'est plus de 50 bateaux, 6000 participants. Ça va être C'est une difficile véritable pour les réussite. Israéliens. Hein. C'est une véritable Moi, réussite. c'est une réussite espagnole, c'est pas une réussite tunisienne. C'est pas une réussite Moi, j'ai dit arabe. c'est une réussite. Non, mais c'est une J'ai pas réussite accordé de espagnole. nationalité à la réussite. Non, mais tout a été organisé depuis l'Espagne. Le départ est venu depuis l'Espagne. Et l'Espagne, depuis les derniers jours, et c'est ça qu'on ne le dit pas assez, nous, chez nous, c'est que l'Espagne a dévoilé un rôle prépondérant dans la question palestinienne. Il y a le gouvernement espagnol, les politiques espagnoles, la société civile espagnole, elle a épousé parfaitement la cause palestinienne, ce qui est le contraire dans certains de nos pays. Je rappelle qu'en Algérie, on ne peut même pas marcher pour la Palestine. Et je ne sais pas si le Maroc aurait pu accueillir la flottille. Donc c'est Bah, des il l'a choses pas pour fait. dire. En tout cas, il l'a pas fait. En tout cas, il ne l'a pas fait. En tout cas, je ne sais pas s'il aurait pu ou pas. En tout cas, il l'a pas fait. Non, mais de toute façon, Le mérite revient à juste pour l'Espagne. Je apporter. pense que Taïsé, pour le moment, il fait de la. Franchement, je pense que c'est de la récupération. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'enquête, des contradictions internes. J'ai l'impression que c'est une tentative de récupération malheureuse, faut dire. Parce que s'ils étaient au moins d'accord avec eux, il y a des preuves. Bon, bah, il y a des preuves que c'est un drone. Bah, montrez-nous les preuves. On va tous dénoncer, etc. Mais j'ai bien peur que ce soit de la récupération. Et ce serait malheureux pour la Tunisie. Enfin, imaginez, il y a une enquête qui démontre qu'il n'y a pas de drone. C'était un accident. Comment la Tunisie va agir maintenant? Tu as lancé des accusations officielles. Tu parles d'agression. Et si demain, il n'y aura pas de preuves? C'est quand même la parole d'un État, encore une fois, elle vaut de l'or. Israël qui reconnaît généralement, qui signe ses crimes généralement, cette fois-ci, ni officieusement, ni officiellement, personne n'a parlé de... Pas tout le temps. Israël ne signe pas tout le temps, mais de toute façon. Depuis que Netanyahu est aussi arrogant qu'aujourd'hui, peut-être. il finit par signer ses crimes. Je pense que ce qui se passe en Tunisie, de toute façon, c'est pas seulement la flottille. C'est vrai que le plus gros des bateaux est parti de Barcelone, en Espagne, comme tu as dit, mais il y a pas mal de participants, notamment des pays arabes, qui sont partis directement en Tunisie. Donc en fait, la Tunisie, elle est bien au cœur de cette flottille qui a été rebaptisée Somoud. Moi, je pense que il y a bon, comme il a dit Abdo, on n'a pas de preuves, on peut que faire des conjectures. Je crois qu'il y a dans les arcanes du pouvoir tunisien, il y a un peu d'embarras. Ça dénote ce qui s'est passé, nier, puis reconnaître, puis voilà, le rétropédalage. C'est que quelque part, il y a des gens qui voulaient pas toute cette histoire se passe en Tunisie avec les feux de la presse et des médias braqués sur la Tunisie, avec tous les activistes, les antifas, les pro-palestiniens, voilà, toutes sortes d'activistes du monde entier qui viennent en Tunisie. Il y a probablement des gens qui ne voulaient pas de ça en Tunisie, mais il y en a d'autres qui voulaient
que ça se passe en Tunisie. Et donc, le rétropédalage, pour moi, dénote justement un dysfonctionnement et un embarras à l'intérieur du pouvoir tunisien qui ne sait plus sur quel pied danser quand il s'agit justement de projeter, de l'image qu'il veut projeter de son pays vers l'extérieur, et notamment sur un sujet aussi sensible que le conflit israélo-palestinien. Alors, Abdou Mounim, une question pour vous deux. Est-ce que vous connaissez le nom du Premier ministre tunisien? Moi, pas du tout. Personnellement, Franchement. non, je connais. Voilà, donc Pas du tout. non, c'est pour ne pas faire de jaloux avec l'Algérie, donc. Non, mais de toute façon, la Tunisie, c'est un clone de l'Algérie. On veut dire, il n'y a pas de différence. À la seule différence qu'il faut dire, Kais Saïd, on remarque que depuis une année, il y a une petite amélioration quand même de la situation socio-économique. Tout à fait. À la tout à fait. différence de Tebboune, Kais Saïd Ça, c'est s'entoure vrai. de technocrates plus ou moins compétents qui arrivent à trouver des solutions. Ils arrivent à gérer mieux les bailleurs internationaux. La saison touristique actuelle, beaucoup d'Algériens sont partis en Tunisie. Ils ont tous attesté d'une meilleure organisation, de meilleures prestations, d'une diminution des pénuries. Le pays commence un petit peu à se redresser. Je crois que Kais Saïd, au moins, il a fait cet effort-là. D'où l'intérêt de Malheureusement, c'est pas consacrer encore le cas. peut-être une émission ou une partie d'une émission au bilan de Kais Saïd. On passe à Absolument. un autre sujet, non point plus important. Israël a attaqué cette fois-ci, elle a reconnu, elle a assumé, a attaqué le Doha, la direction du Hamas. Et le Maroc, allié d'Israël, mais grand ami du Qatar et des monarchies du Golfe, s'est retrouvé dans une situation plus ou moins embarrassante. Et là, d'après ce qui nous est arrivé, malgré l'intelligence, d'après ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une grosse colère chez les dirigeants marocains contre Israël, contre Netanyahou, contre l'irresponsabilité de Netanyahou. Ils ont signifié à Netanyahou que ces actions pourraient menacer les accords d'Abraham carrément. C'est-à-dire que les monarchies du Golfe sont une ligne rouge pour la monarchie, pour le régime marocain, pour le pouvoir marocain, pour le Maroc, pour l'État marocain. Abdou, un commentaire? Karim, je comprends l'inquiétude du Maroc et sa solidarité avec ses amis des pays du Golfe, mais soyons sérieux. Vous savez, Netanyahou ne va pas ne va pas cauchemarder parce que les dirigeants marocains sont en colère contre lui. Le Netanyahou, mais se Peut-être pas contredisent cauchemardé, complètement les dirigeants marocains. mais ça reste un allié d'Israël quand même, le Maroc. Oui, mais non, mais Netanyahou n'a même pas averti Donald Trump. Tout le monde, on commence à le savoir aujourd'hui. Il n'a même pas tenu compte de la Maison Blanche. Vous pensez qu'il va vraiment tenir compte de ce que les pays arabes ou les pays maghrébins comme le Maroc, ils se contrefichent totalement. Netanyahou est dans une mission messianique. Aujourd'hui, il y a un problème en Israël. Il y a un vrai problème de la droite israélienne. Elle est complètement déconnectée de la réalité. Ils sont dans une autre dimension. Ils sont dans une dimension psychiatrique. Ils pensent que maintenant, pour que les événements d'octobre ne se reproduisent plus, il faut tuer tous les Palestiniens parce que c'est la seule manière de survivre. Et Netanyahou, il va essayer il va jamais négocier avec le Hamas. Il veut décapiter, tuer définitivement le Hamas. Si demain une délégation du Hamas est à Marrakech, il va bombarder Marrakech. Je vous l'assure, il n'en a rien à cirer, ni du Maroc, ni dans les accords Abraham. Les Israéliens d'aujourd'hui, ils pensent que leur survie dépend de la neutralisation définitive du Hamas. C'est une mission quasiment existentielle. Donc, je ne pense pas que les dirigeants arabes franchement, Israël pourrait se passer des accords d'Abraham aujourd'hui, elle n'est pas du tout dans cette séquence-là. Elle est dans une lutte de survie. Ils sont dans une bulle. Et la droite israélienne, je parle Netanyahou de la droite israélienne, mais malheureusement, les élites israéliennes ne se désolidarisent pas de Netanyahou pour le moment, mais à part les familles des otages et les proches des familles des otages, et quelques pans de la gauche israélienne, de l'extrême gauche israélienne, une grande majorité de l'élite israélienne, elle est derrière Netanyahou. Et elle comprend ce combat existentiel. Pour eux, pour les Israéliens, le Hamas doit mourir. C'est la fin. Ils ne comprennent pas autre chose. Les négociations, c'est les Américains qui essaient de contraindre les Israéliens à les accepter. Il faut être sincère. Donc, les dirigeants marocains auraient beau avertir, malheureusement, aucun pays arabe n'a la possibilité, ni la force, ni les éléments de langage pour faire plier Israël. Ça, on le sait très bien. Si l'Égypte, à côté, une grande armée n'a pas réussi à le faire, c'est ni l'Algérie, ni le Maroc, ni les autres pays. Mais si on ne comprend pas cette dimension j'allais dire même vraiment psychanalytique, hein, que Netanyahou et les élites israéliennes aujourd'hui ne vont pas s'arrêter tant que le dernier du Hamas
n'est pas éliminé, la guerre ne va pas s'arrêter. Est-ce que maintenant Donald Trump, c'est là où on va juger Donald Trump, est-ce qu'il va rappeler alors Netanyahou? Est-ce qu'il pourra le savonner? Est-ce qu'il pourra imposer une ligne rouge? Ça, on le saura dans les jours à venir. On le saura après le sommet arabe de Monéim. Est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants arabes, y compris les dirigeants marocains, ceux du pays, qui ont accepté les accords d'Abraham, qui ont créé des relations avec Israël, je parle des Émirats, du Bahreïn, du Maroc, d'autres pays, Soudan. du Soudan, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une douche froide quand même? Ils sont face à un Netanyahou irresponsable, qui ne comprend pas les enjeux sur le plan international, ou bien il les comprend à sa manière. Comme dit Aldo, il n'en a rien à foutre, désolé pour le mot, de tout ce qu'on peut penser des accords d'Abraham et de tout. Il pourrait renverser la table sur tout le monde. Parce que quand même, attaquer Doha, qui reste quand même une plateforme de médiation, reconnue et connue et demandée par toutes les puissances internationales. C'est pas que le conflit arabo-israélien, mais dans tous les conflits, Doha s'est imposé comme étant une plateforme de médiation. Aujourd'hui, se permettre de bombarder Doha, bombarder la direction du Hamas à Doha alors que c'est la délégation qui devait mener les négociations, quand même, est-ce qu'ils ne se réveillent pas, ces dirigeants arabes, et ils disent finalement Israël reste l'ennemi numéro un des peuples et des régimes arabes? Je pense que l'immense majorité de l'opinion publique des pays arabo-musulmans souhaite que pendant ce sommet arabo-islamique qui va se tenir à Doha, souhaite que ces dirigeants sortent avec un communiqué, au moins un communiqué qui dit, à commencer par les pays qui ont normalisé avec Israël, que dorénavant, on ne va plus traiter avec Israël. On ne rompt pas les relations, mais on les gèle, par exemple. Je pense que l'immense majorité souhaite cela. Maintenant, pour revenir à ce qui s'est passé à Netanyahou et à ce que disait Abdou, est-ce que ce que tu as développé pendant que tu me posais la question sur ce que les dirigeants arabes peuvent faire? Malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Quand on regarde tous les dirigeants du monde, Israël, elle est au-dessus de ce qu'on appelle le droit international, et je fais exprès de mettre le signe des guillemets. Le problème, c'est que Benjamin Netanyahou, en plus de ce que tu as dit, la dimension messianique, le fait dont on parle, mais Netanyahou et les dirigeants israéliens actuellement, ils ont un seul objectif, c'est de terminer le nettoyage ethnique à Gaza. Et pour ce faire, ils ne peuvent pas accepter une négociation. Ils ont attaqué Doha parce que il y avait un petit espoir qui circulait les jours avant l'attaque, les jours qui ont précédé l'attaque, d'un possible... le Hamas avait accepté les conditions du président Donald Trump. Et donc, Netanyahou, qu'est-ce qu'il avait à faire pour torpiller cela? Il a été attaquer les dirigeants du Hamas qui étaient à Doha. Et d'après ce qui est sorti dans la presse israélienne, c'est depuis 2 mois au moins, depuis fin juillet, début août, que les services secrets israéliens savent plus ou moins où et quand et tout ça se réunissent ce qui reste de la direction du Hamas, jusqu'à un tel point où ils ont été avertis par d'autres services de sécurité, notamment les Turcs et les Qataris eux-mêmes, pour qu'ils changent un petit peu les protocoles de leur déplacement et les horaires de leur... Donc son objectif, lui, c'est il ne veut pas d'un accord de paix, d'un cessez-le-feu ou de la libération de ses otages israéliens, parce qu'il veut terminer le nettoyage ethnique à Gaza. Et puis, la dernière chose qu'il faut savoir, contrairement à ce que tu as dit à Abdo, moi, sincèrement, je ne pense pas que les Américains n'étaient pas au courant. Il y a 10 avions israéliens qui ont traversé, qui ont survolé la Jordanie, qui ont survolé l'Irak, avant de bifurquer vers le sud pour arriver au-dessus de Doha et de bombarder, de larguer d'autres Qatar où il y a deux grandes bases américaines quand même. Exactement, larguer chacune une bombe de 10 kilos sur le quartier, sur le complexe. Le quartier résidentiel. Le quartier résidentiel, le quartier Qatara. Ouais. Et qui c'est qui contrôle l'espace aérien militaire et civil? C'est les Américains. Il n'y a personne qui peut survoler la Jordanie, l'Irak et les pays du Golfe sans que les Américains ne soient au courant. Donc quand Trump dit « Ah, j'étais pas au courant »,
je reste. La dernière question. Moi, je pense, Karim, si vraiment les Américains avaient donné leur accord, je pense que les Israéliens auraient atteint vraiment leur cible. J'ai pas Moi, dit qu'ils avaient donné j'ai leur lu, accord. J'ai dit qu'ils le savaient. Ils ne je pouvaient pense qu'ils pas l'ont, ne pas le je pense savoir. qu'ils l'ont, Ils ne peuvent je pas ne crois, pas le Ils ont savoir. fermé les yeux, allez, pour Voilà. dire. non, je dirais pas ils ont fermé les yeux. Je pense qu'il y a eu, j'ai lu récemment quelques révélations dans la presse israélienne qui s'est un peu bien détaillées. Je crois que les Américains, c'est eux qui ont averti à la dernière minute les Qataris pour que les trois personnalités bougent du lieu de l'attaque très Khalid rapidement. Meshal, Khalil Haya, Voilà. Oussama Je pense Hamdan. que et les Trois Israéliens, je principaux. pense qu'ils n'ont pas utilisé la grosse artiillerie comme ils l'ont fait en Iran parce qu'ils auraient pu Alors, les atteindre. la dernière Je question crois qui qu'il y a est. eu, il y a eu un. Abdou, une question avec une réponse très courte, s'il te plaît. Est-ce que, aujourd'hui, les régimes arabes, est-ce que les États arabes peuvent avoir confiance dans une Israël dirigée par Netanyahou? La question se pose avec Pas du acuité. tout. Pas du Avec tout, pas du acuité. tout. Et de cela dépendent Pas les du accords tout. d'Abraham. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est à l'issue de ce sommet, les pays arabes ou musulmans qui ont normalisé leurs relations avec Israël, s'ils ne suspendent pas, par exemple, au moins, s'ils ne suspendent pas leurs relations avec Israël, ça va être un discrédit historique et définitif pour ces pays-là. Parce qu'il n'y a rien à espérer tant que Netanyahou est dans une folie, dans un délire. Il ne va pas se calmer ou s'il est éliminé ou s'il arrive à éliminer définitivement le Hamas. Mais dans ce délire-là, on ne peut pas parler à quelqu'un qui est dans le délire. C'est comme si quelqu'un il a pris de la cocaïne, il est dans un délire. Tu peux pas, il est plus rationnel. Il y a plus de rationalité en Israël. Ils pensent vraiment que pour survivre, ils doivent éliminer tous les éléments du Hamas et tous les Palestiniens qui sont partisans du Hamas. On ne peut pas parler à un génocidaire. Un génocidaire, tu ne peux pas lui parler. Donc, si à l'issue de ce sommet, les pays qui ont normalisé leurs relations ne sortent pas avec des décisions de suspension, de suspendre, au moins suspendre les relations et avoir d'autres sanctions, ça sera vraiment un discrédit historique. Moi, je suis complètement d'accord, sauf que j'ajoute tout simplement que je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Abdou Sammar, mais j'ajoute une chose. Netanyahou, il n'est pas dans une démarche messianique, non. Et il fait semblant d'être dans une démarche messianique. Netanyahou veut réaliser le rêve sioniste d'un nettoyage ethnique en Palestine, dans la Palestine historique. Ça, c'est son objectif numéro 1. Son objectif numéro 2, et c'est là d'où ça fuite en avant, c'est de rester au pouvoir. Parce que s'il signe un cessez-le-feu ou un accord de paix, eh ben, il va être confronté à la justice de son pays et il n'aura plus que deux solutions. Soit la prison en Israël ou l'exil en Floride avec son fils. Merci Mounaïm Amrani, consultant Maghreb Intelligence pour les affaires internationales. Merci à Abdou Sammar, patron de Algérie Part. J'ai bien prononcé cette fois-ci. Merci d'avoir participé à cette émission de Maghreb est égal monde, d'avoir décortiqué l'actualité très chaude du Maghreb et de la région MENA. À la semaine prochaine et merci pour tout le monde. Merci.